Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend. Hop. Normalement, on m'entend. Je veux bien des confirmations dans les commentaires. Salut Marwan. Salut à tous. Parfait, parfait, parfait. Bon, il y a un peu de latence entre les retours que j'ai dans le chatbox et le live. Mais le plus important, c'est que tout le monde m'entende bien. On est sur plusieurs plateformes en même temps, donc c'est un peu délicat de gérer tout ça. Mais pas de souci, on va démarrer. Salut Samy. Merci pour les retours Marwan, merci à tous d'être là. Du coup, on va parler d'IS. On est dans les périodes de bilan. Je pense que les uns les autres, vous venez de les sortir ou vous les avez sortis il y a quelques semaines. Beaucoup ont des exercices qui clôturent au 31 décembre. Et donc, les périodes fiscales sont en train de se terminer. Et c'est souvent des problématiques qu'on est amené à se poser quand on a le bilan devant les yeux et qu'on voit ce qu'on paye. Et donc, nous, c'est le cas aussi chez Freelancer avec tous les freelances qu'on accompagne. Et du coup, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter de ces sujets-là et de présenter des leviers actionnables. Alors, il y en a certains que vous actionnez peut-être déjà, mais en tout cas, de trouver des leviers actionnables pour permettre d'optimiser tout ça et de pouvoir faire en sorte que ce soit mieux, que l'argent serve. Donc, on va regarder différents leviers. On va regarder donc les charges déductibles. On va parler des charges financières. On va parler de la gestion des déficits, des crédits d'impôt, des zones aidées. Donc, on va regarder un petit peu point par point tous ces éléments-là. À savoir que voilà, on prendra le temps au fil de l'eau ou à la fin, en fonction des flux que je reçois de questions, pour pouvoir justement voilà, essayer de traiter les sujets des uns des autres. La règle, et je l'ai réécrit à plusieurs moments, plusieurs endroits sur les slides, c'est toujours de se référer à son expert comptable. Ça reste le mieux placé pour vous conseiller, vous valider certaines démarches, je veux dire. Mais en tout cas, voilà. On va regarder ces points-là. N'hésitez pas toujours à bien valider auprès d'un expert et de votre conseil. Ça reste quand même ce qu'il y a de mieux à faire, on va dire, quand, euh, quand on veut, euh, quand on veut prendre des décisions pour sa boîte. Donc, comme je le disais juste avant, le seul intérêt de l'argent, c'est son emploi. Moins on paye d'IS, plus on a d'argent et plus on peut faire des choses avec. Donc, chez Freelancer, on défend une vision entrepreneuriale du freelancing. Et donc, ça veut dire investir, ça veut dire optimiser, ça veut dire placer, ça veut dire faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, le but, la démarche d'optimiser, c'est pas juste d'optimiser pour dire d'optimiser, c'est de pouvoir justement payer moins et donc pouvoir investir davantage dans ses projets, dans sa formation, dans son évolution. Donc c'est vraiment un truc ultra important dans notre vision, nous, aujourd'hui, chez Freelancer, et dans ce qu'on veut partager au quotidien avec nos freelances. Et ce qu'on va échanger là, ça fait partie de cette trend, on va dire, sur laquelle on veut avancer. Donc, le premier point qui est le plus classique de tous, c'est les charges déductibles, donc des charges que vous allez pouvoir déduire de votre résultat pour du coup ne payer que sur le bénéfice, donc le chiffre d'affaires moins les charges. Euh, à savoir que toutes les charges ne sont pas déductibles. Il y a des réglementations à respecter par rapport à ça. Donc, une des premières charges qu'on peut mettre en place assez facilement, mais que tout le monde ne met pas en place, c'est de se verser un loyer.
si la société est domiciliée chez soi, eh bien, la société peut payer un loyer pour avoir un bureau et être domicilié chez soi, sachant que de toute façon, si demain tu payes une domiciliation ou un bureau dans un coworking ou ailleurs, bah, tu seras amené à payer ce loyer. Donc, autant que ce loyer, tu te le verses toi-même. Donc, sur l'année, en partant d'un loyer à 500 euros par mois, qui reste OK dans la plupart des grandes villes, ça te fait 6 000 euros par an de charges qui va donc te permettre de représenter une économie d'IS de 1 500 euros sur la base d'un taux à 25. Hein. Mais donc, du coup, on voit que bah, en passant cette charge dans l'entreprise, on vient réduire le bénéfice de fin d'année et on vient donc euh, optimiser son IS à la fin. Alors, à voir et à savoir également que du coup, ce loyer va entrer dans vos revenus fonciers à titre personnel, mais en fonction de comment c'est déclaré, il y a des abattements, etc. Donc, on peut venir quand même limiter l'impact de l'IR sur ce montant-là. Et de toute façon, ça restera toujours moins cher que de l'IS parce que 6 000 euros, même si vous êtes sur la tranche à 30%, eh ben, ce sera beaucoup plus cher ce sera beaucoup moins cher pardon, par rapport à un IS à 25. Donc l'économie reste intéressante, mais c'est un calcul à faire et bien optimisé. Pour le coup, c'est vraiment intéressant de le faire dans ce sens-là. Les ICA, donc ça c'est également tout ce qui est lié aux frais de déplacement, frais de péage, de parking occasionnel, etc. Donc là, vous pouvez déduire vos déplacements, donc en fonction de la mission, etc., de votre client ou de vos clients, pour être amené à vous déplacer régulièrement et faire des indemnités kilométriques. Sur la base de 5 000 euros par an d'indemnités kilométriques, hein, donc ça fait 450 euros par mois à peu près, vous êtes à 1 250 euros d'économie d'IS à la fin de l'année. À savoir que les ICA sont nets de charges, nets d'impôts. Donc ça, c'est quand même un atout intéressant. Et à savoir également que, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que les ICA, donc, ce sont des frais qui sont déclaratifs. Donc l'URSSAF, qui est l'organisme qui peut éventuellement contrôler ça, peut venir vérifier eh bien, déjà que vous avez bien une voiture, une carte grise. De toute façon, votre comptable devra vous la demander. Ça peut aussi venir vérifier le compteur kilométrique de la voiture pour être certain que si vous déclarez 50 000 km, votre voiture elle a bien fait des kilométrages, on va dire, adéquats par rapport à ça. Mais ça reste du déclaratif. Et ce que je veux dire par là, c'est que optimiser en ajoutant un ou deux petits déplacements par-ci par-là, sans en faire de trop, c'est quelque chose qui est possible dans la mesure, on va dire, où ça reste raisonnable et où on n'atteint pas des proportions gigantesques. Mais donc les ICA, c'est aussi un bon moyen d'optimiser. Alors pour ça, il faut évidemment avoir un véhicule et se déplacer, mais c'est un levier qui est assez pertinent. Ensuite, on a tout ce qui est frais déductibles. Donc là, évidemment, bien checker également ces points-là. Tout ce qui va être lié donc aux frais de représentation, frais informatiques, rémunération du dirigeant, voyage d'affaires, fournitures diverses, recours à des prestataires extérieurs, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déductibles par rapport à ça. À savoir que, et c'est ce que j'ai mis dans le bandeau bleu juste en bas, il faut toujours valider l'intérêt économique de la dépense pour l'entreprise. C'est-à-dire que un voyage, si vous allez à Barcelone pour un séminaire sur la data ou un hackathon ou je ne sais quoi, c'est OK, c'est cohérent de passer cette charge dans la boîte. Il y a un événement, vous avez des billets, vous êtes enregistré, donc tout ça c'est OK. Par contre, si demain vous êtes sur un week-end entre potes à Barcelone, c'est le même billet d'avion, mais là c'est beaucoup plus difficile de le justifier auprès de l'entreprise et on est très border, pour pas dire du mauvais côté de la barrière, au niveau de ce qu'on va appeler l'abus de bien social. Et donc ça, faut faire très très attention. Pour info, hein, l'ABS, c'est du pénal. Donc le risque n'est pas du tout des moindres. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Mais de manière générale, et il y a des personnes qui font ça, quand vous profitez d'un déplacement à l'étranger, Barcelone par exemple, vous regardez s'il n'y a pas un networking, s'il n'y a pas un event à droite, à gauche où vous pouvez vous inscrire en cohérence avec votre activité pour justifier d'un déplacement. Et de manière générale, il y a beaucoup de frais quand même qui sont déductibles au niveau de l'entreprise.
notamment par exemple si vous êtes chez le client, bah, vous pouvez être amené à passer des frais de représentation et donc potentiellement des fringues auprès de la société. Ça, votre comptable vous dira ce qu'il en pense. Il y a deux écoles, il y a des gens qui vont vous dire oui, il y a des gens qui vont vous dire non. Donc ça va vraiment dépendre des personnes avec qui vous traitez au niveau comptable. La règle est toujours difficile. Le meilleur moyen d'être certain, c'est de faire un rescrit fiscal. Mais si il y a un doute, validez avec votre comptable avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, quatrième point intéressant au niveau des charges déductibles sont les produits d'investissement. En première ligne, il y a le PER, donc le plan épargne retraite, mais il y a aussi d'autres produits d'investissement qui sont en fait déductibles au niveau de la société. Donc, si je prends l'exemple du PER, l'intérêt du PER, c'est que les cotisations que la société va vous payer pour votre retraite, eh bien, en fait, ils vont être déduits du résultat. C'est-à-dire que ça va venir réduire votre impôt sur les sociétés. Et en plus de ça, bah, ça va vous éviter, c'est de l'argent sur lequel vous n'avez pas payé de cotisation sociale, mais que vous allez potentiellement récupérer par la suite au niveau de votre pension de retraite. À savoir que le PER, il a aussi des possibilités d'être débloqué en amont comme un plan épargne entreprise, notamment par exemple pour un achat de résidence principale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez de l'argent dans un PER qu'il est forcément bloqué jusqu'à votre retraite. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte parce que c'est des super moyens. Alors, il y a des plafonds à respecter, des barèmes de sécurité sociale, etc. Mais tout ce qui va être PER, FCPI, FIP, sont des super leviers pour placer de l'argent et pour faire de la charge dans la société. In fine, à la fin de l'année, il vaut mieux sortir 10K dans un PER pour votre retraite plus tard que de les laisser et payer de l'IS dessus. Alors Marwan, je vois ta question. Le PER, c'est le PERCO. Alors le PERCO, c'est donc c'est la même chose, mais le PERCO, c'est collectif. Donc le PERCO, c'est s'il y a plusieurs personnes dans la société. Donc par exemple, si tu es freelance et que tu emploies eh bien ta femme, par exemple, ou ton épouse ou ton frère bosse avec toi dans la société. Dans ce cas-là, vous êtes plusieurs, tu bascules en PERCO. Par contre, si tu es tout seul, eh bien c'est un PER, plan épargne retraite, qui est applicable aux dirigeants. Attention sur le PER, il y a des spécificités aussi en fonction du statut. Si vous êtes en SAS ou en EURL, tout n'est pas déductible de la même manière. Donc ça, il faut bien faire attention. Désolé Marwan, je n'avais pas vu ton commentaire juste avant sur le loyer, je présume. Donc oui, tu le payes en perso. J'ai répondu un peu à la question, mais au final, l'IR en perso sera souvent moins important que l'IS au niveau de la société, notamment grâce aux abattements, etc. Et puis après, ça dépend vraiment de ta tranche marginale d'imposition. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir en fonction du cas par cas pour chacun. Donc voilà un petit peu pour cette partie charge déductible. Donc pas mal de choses à faire. Et comme je l'ai dit, donc deux points très très importants à toujours valider. Valider l'intérêt économique de la dépense par rapport à l'entreprise et valider avec l'expert comptable parce que c'est lui qui fera que la dépense sera validée au niveau comptable, au niveau bilan. Et c'est son mot, c'est lui qui a son mot à dire par rapport à vous et c'est lui qui vous accompagne. Donc évidemment, vous orientez vers lui. Alors, autre point, les charges financières. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé parce que c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. En premier lieu, et ça, c'est assez simple à mettre en place, c'est le compte courant. Donc, je pense que vous connaissez le compte courant d'associé. Quand vous créez votre structure, potentiellement, vous avez apporté de l'argent dans la société. Peut-être qu'au départ, vous avez voulu acheter du matériel, des choses comme ça, et donc vous avez apporté peut-être 5 000 € ou 10 000 € dans la société. Il faut savoir que ce compte courant, il peut être rémunéré. Et donc, eh bien, si vous avez apporté par exemple 10 000 € dans le compte courant pour initier votre activité de freelance, acheter du matériel, etc., et que ces 10 000 €, vous ne les êtes pas remboursés, eh bien, vous pouvez rémunérer ce compte courant. Donc, il faut avoir un intérêt qui est cohérent. Vous ne pouvez pas vous rémunérer ça à 30% par an, évidemment, mais vous pouvez vous rémunérer ce taux et donc créer de la charge avec des intérêts qui vont être déductibles du résultat imposable au niveau de la société. Donc ça, c'est un premier point. Et après, là, on rentre dans un level, un chouïa au-dessus, mais vous pouvez avoir des prêts inter-entreprises. Donc ça, c'est très utilisé dans les grands groupes, mais au final, même à une échelle, on va dire, plus petite, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et donc l'idée, c'est que la société va venir minorer son résultat imposable
en déduisant les intérêts des emprunts souscrits auprès de sociétés liées, ce qu'on va appeler intragroupe, pour réaliser les investissements. L'exemple classique, c'est avec un montage holding. Vous faites un prêt de trésorerie à votre holding, voire même derrière pour une SCI, par exemple, pour un projet immobilier. On va rentrer dans les détails de ces montages-là juste après. Mais donc, c'est le genre de montage où, si par exemple, vous prêtez 50 000 euros à votre société via une holding pour un apport dans un projet immobilier, par exemple, eh bien, ce prêt, il va être fait via une convention de trésorerie qui peut, elle aussi, qui doit même être composée d'un intérêt. Cet intérêt va créer une charge financière qui va venir se déduire de votre résultat et donc réduire votre impôt sur les sociétés. Donc, comme le compte courant qui va vous rémunérer, vous, à titre personnel, le prêt interentreprise va rémunérer la société qui prête de l'argent à une société tierce du groupe. C'est plus délicat à faire sur des sociétés qui ne sont pas dans le sein d'un même groupe. Au niveau des textes de loi, il est précisé qu'il faut quand même qu'il y ait un intérêt économique. Mais demain, vous pourriez, par exemple, potentiellement envisager de faire ça pour un fournisseur ou pour un client, de prêter de l'argent à un client via, alors évidemment, le contrat de prêt, etc. Mais il y a une loi qui est passée sous le gouvernement Macron qui a permis de faciliter un petit peu ces choses-là. Donc, créer de la charge financière, c'est aussi un bon moyen de créer des charges. Alors, évidemment, vu les sommes dont on parle en tant que freelance, on ne va pas créer demain 50 000 euros de charges financières. Mais l'idée de tous les leviers qu'on voit là, c'est que mis bout à bout, on peut avoir des leviers qui vont permettre de créer 500 euros de charge par-ci, 2 000 euros de charge par-là, 1 000 euros de charge par-ci. Et du coup, à la fin de l'année, on a 10 000 euros de charge en plus et donc une économie de X% de bénéfices et d'IS à payer là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est pas négligeable. L'exemple que je prenais juste là, c'est celui-là. Donc, vous êtes freelance, vous avez fait une holding. Alors, la holding, moi, j'aime bien appeler ça la boîte à Bernard, parce qu'on pense qu'une holding, c'est toujours pour les Bernard Arnault et les Bernard Tapie, mais pas que. En fait, aujourd'hui, une holding, des 30 000, 50 000 euros de transfert de fonds en termes d'économie d'IS, d'économie de flat tax, c'est juste gigantesque les économies que vous pouvez faire par rapport à ça. Et donc là, dans l'exemple, comme je l'expliquais, convention de trésorerie, la société freelance prête à la holding, qui elle-même prête à la SCI. Donc, deux conventions de trésorerie avec des prêts rémunérés et donc un intérêt qui remonte de la SCI vers la holding et ensuite de la holding vers la société de freelance. Et donc, on vient créer de la charge. Pour justement réduire le bénéfice imposable à la fin de l'exercice comptable. Autre point également, et donc on va rester dans l'esprit de la holding et de ce qu'on vient d'expliquer juste là, c'est la gestion des déficits. Donc il faut savoir que l'impôt sur les sociétés peut être réduit grâce à une bonne gestion des déficits et à ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Donc l'intégration fiscale, c'est quoi? C'est en fait de pouvoir consolider à l'échelle de plusieurs entreprises, d'un groupe d'entreprises. En fait, si je reprends l'exemple qu'on a juste ici, eh bien, on a un groupe de 3 entreprises, une société d'activité de freelance, une holding, une SCI. Et donc, l'idée, c'est que ce groupe, eh bien, on va venir en fait consolider un bilan global et un résultat global au niveau de la holding. J'ai fait des schémas juste après. Mais donc, l'idée par rapport à ça, c'est que, en fait, il y a des sociétés qui vont disposer d'un stock important de déficit qui va leur permettre de ne pas payer d'IS, en fait, pendant plusieurs années. Et ce déficit, en fait, on va pouvoir le reporter sur des bénéfices futurs. Et l'intérêt, en fait, de l'intégration, c'est qu'on va pouvoir mixer tout ça à l'échelle du groupe. À savoir également que les déficits reportés sont limités et plafonnés à 1 million d'euros plus 50% du bénéfice excédant le million d'euros. Donc, au vu des activités freelance, on est clairement dans les fourchettes, à moins que vous ayez les TJM à 10 000 euros. Mais donc, normalement, on est dans les fourchettes. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, derrière, on va avoir un montage comme celui-ci, où d'un côté, à gauche, eh bien, on n'a pas mis en place d'intégration fiscale. Et donc, on a une holding, on va dire, qui ne fait pas de résultat, puisqu'il y a très peu de flux dans une holding souvent, et donc elle a un résultat à 0. On a une société de freelance qui fait un bénéfice de 40 000 euros.
et on a une société SCI Investissement Immobilier, donc, qui, elle, fait un déficit de 15 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que du coup, dans le cas 1, bien, la holding ne fait pas de résultat, donc elle ne va pas payer d'IS. La SCI fait un résultat négatif, donc elle va avoir un report de déficit et elle ne va pas payer d'IS non plus. Et par contre, la société de freelance, avec un bénéfice à 40 000 euros, va payer un IS de 6 000 euros. Ça, c'est le cas 1 non optimisé. Si on bascule sur le cas 2, eh bien là, on va non pas avoir 3 bilans, mais on va avoir un seul bilan qui va être fait au niveau de la holding. Et du coup, on va venir remonter de la société de freelance un bénéfice de 40 000 euros et on va venir remonter de la SCI un déficit de 15 000 euros. Et donc, du coup, on ne va pas être imposé sur 40 000 euros, mais on va être imposé sur 25 000 euros. Et donc, là, on va avoir un impôt sur la société consolidé de 3 750 euros. Donc, ça fait quand même une belle petite économie, sachant que la SCI, la plupart du temps, elle sert à acheter un immeuble qui va souvent être financé à crédit. Et donc, du coup, les SCI, la plupart du temps, elles sont déficitaires parce que du coup, elle a beau générer des loyers et avoir un patrimoine foncier via l'appartement ou l'immeuble que vous avez acheté. Ben, en fait, en face, on va avoir un crédit. Donc, si on fait actif moins passif, la société ne vaut rien. Et en fait, avec les mécaniques comptables d'amortissement, en fait, on se retrouve avec des résultats qui sont négatifs parce que on amortit le foncier, on amortit les travaux, on amortit l'immeuble, enfin bref, on amortit beaucoup de choses. Et donc, ça permet comptablement d'avoir un résultat qui est négatif. Et donc là, dans le cas présent, eh bien, on a réduit notre IS de 37,5%. Donc, en plus de capitaliser sur un immeuble en SCI et d'avoir fait travailler votre cash plutôt que de le laisser dormir dans la société, eh bien, vous réduisez votre IS et vous capitalisez sur du foncier qui est payé par les loyers, qui rembourse votre crédit et qui vous permet de vous enrichir lentement mais sûrement grâce au paiement mensuellement du crédit et le remboursement de l'emprunt. Donc ça, c'est une mécanique très puissante qui peut être mise en place, et nous, on le met en place avec pas mal de freelance, dès 20 30 000 euros. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 ou 200 000 euros de cash pour monter sur ce genre de deal. Ça se fait très facilement avec des apports qui sont assez limités. Et on le voit, hein, là, on parle de 40 000 euros de bénéfices. Donc, il y a beaucoup de freelances qui font des belles années avec ce type de bénéfices. Et on a une économie de 37,5% d'IS et plus de 2250 euros d'économie d'IS juste sur ce deal-là, sans parler de l'enrichissement sur la STI qui s'est fait durant cette année qui s'est écoulée, etc. Donc, on voit bien que c'est un système et un cercle qui est très, très vertueux. Donc, voilà pour la gestion des déficits. Autre point aussi qui est très sous-estimé, ce sont les crédits d'impôt. Donc, les crédits d'impôt, il faut savoir que un crédit d'impôt, c'est quelque chose qui va être directement soustrait de l'impôt. Ah, alors je vois une question de Marwan. Tac, je vais l'afficher comme ça on aura tous l'info. Pourquoi ne pas travailler directement à partir de la holding? Pourquoi ce serait mieux de dissocier son travail de freelance et la gestion de biens immobiliers via holding? Alors en fait, je vais me remettre le petit schéma. Hop, voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les objets sociaux ne sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire que ta holding, elle a un objet social qui va être celui de la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de parts sociales, etc. Ta société de freelance, elle a souvent un rôle de prestation de services, IT, de conseil, voire de formation, mais elle n'a pas ce rôle de gérer des actifs. C'est pas, en tout cas, ça ne doit pas être son cœur d'activité. Et donc, si demain tu as ce genre de choses-là, ce genre d'activité-là, tu es dans la nécessité de structurer ça via une holding. Ensuite, l'autre intérêt, c'est que pour pouvoir faire une intégration fiscale, il faut avoir un groupe. Et si tu n'as que ta société de freelance et une société en dessous qui est juste une SCI, tu vas pas forcément, enfin, il faudrait voir au cas par cas, mais tu pourras pas forcément bénéficier de tous les avantages fiscaux du type intégration fiscale, régime Murphy, etc. Donc, c'est à creuser au cas par cas pour le coup, Marwan. Mais parce que si demain, là, on fait le schéma simple avec une opération, mais si demain, tu multiplies les opérations et que du coup, sous ta société de freelance, il n'y a plus une, mais il y a 2, 3 SCI, des prises de participation dans d'autres business, etc.
en fait, l'objet social de ta société de freelance, il va plus du tout être le bon et au risque d'avoir des, entre guillemets, des problèmes ou des redressements par rapport à ça. Donc, le plus simple, ça reste ça. Après, la holding, c'est une structure assez simple. Souvent, on fait ça en SAS ou en société civile. Comme ça, c'est pas une structure qui coûte très cher et qui permet d'avoir quand même une belle économie in fine, quoi. Donc voilà pour ce point-là, on pourra prendre le temps à la fin, Marwan, ou même en one-to-one si tu veux, sur des sujets bien précis. Donc du coup, crédit d'impôt. Crédit d'impôt, donc très intéressant également, hein, parce que le crédit d'impôt, il faut savoir qu'il permet de soustraire directement du montant d'impôt. Donc l'un des premiers qui est le plus accessible et le moins connu souvent malheureusement, c'est le crédit d'impôt formation. Il faut savoir que donc si vous faites appel à des organismes agréés, etc., donc il y a des critères à remplir, mais vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour des formations que vous suivez. À savoir que pour 40 heures de formation suivie sur l'année, le crédit d'impôt s'élève à 932 euros. Donc il y a là aussi des barèmes à respecter, etc. Et on ne va pas faire du cas par cas, c'est pas l'objectif ce soir. Mais en tout cas, sachez que grâce à ça, vous pouvez donc avec cette formation qui en plus, le but c'est qu'elle vous soit utile, que vous appreniez des choses qui vous aident dans votre business. Ben, en plus de ça, vous pouvez bénéficier donc d'un crédit d'impôt de 932 euros. Donc, pour rappel, un crédit d'impôt, on vient soustraire directement du montant des impôts. Ça veut dire que si à la fin de votre bilan, vous avez un impôt de 5 932 euros d'IS à payer, ben, on va venir enlever 932 euros et vous allez devoir payer 5 000 euros et non 5 932. Donc, c'est vraiment une soustraction qui est faite directement. Vous avez un autre dispositif qui peut correspondre aussi à pas mal de freelance. Et je vais vous donner un titre juste après. C'est le crédit d'impôt innovation. C'est un dispositif qui peut vraiment transformer les finances de ceux qui en ont droit parce que c'est récupérable sur 3 ans et que vous pouvez récupérer jusqu'à 25 000 euros par an. Donc, il y a des freelances qui ont déjà récupéré plus de 60 000 euros grâce à ça. Et donc ça, il faut remplir des critères d'éligibilité au niveau du métier que vous faites et de la mission sur laquelle vous travaillez. Donc même si vous travaillez pour un client, hein, c'est pas un problème, mais il faut que la typologie de mission sur laquelle vous travaillez, elle soit pertinente et que elle vous donne droit à ce crédit d'impôt. Et donc je vais revenir en arrière après, mais donc pour ça, pour le crédit d'impôt innovation, je vous invite à aller sur la page, le site de Pilot. Et si vous n'êtes pas sur pilot.io en tant que freelance, je vous invite à y aller. C'est un site qui permet de trouver des missions, d'être connecté. Donc là, vous voyez un Cherry Pick, Comet, Crème de la Crème, etc. Donc en fait, c'est un agrégateur de plateformes. Vous êtes sur Pilot et vous créez un profil et ça va multidiffuser votre profil sur plein de plateformes. Donc ça va vous faire gagner du temps. Et en plus de ça, ils ont différents services qui sont très intéressants. Et en haut, tout en haut là de l'écran, vous avez en fait le simulateur, enfin simule ton crédit d'impôt innovation. Et en fait, c'est un petit simulateur qu'ils ont fait et qui est ultra pertinent pour faire justement le test et voir si vous êtes éligible à un crédit d'impôt. Donc, je vous invite à aller sur ce site pour faire le test. Comme ça, bah, si vous n'y êtes pas, vous créez un profil sur Pilot, parce que ça vous aidera clairement dans vos recherches de mission. Et comme ça, vous pourrez faire également le test de voir un petit peu ce que ça donne si vous êtes éligible. Et si vous êtes éligible, il y a leur partenaire qui s'appelle CEPT et donc SEPT, CEPT, pardon. Et donc, ils peuvent vous aider à monter les dossiers et à mettre en place tout ce qui va bien pour récupérer des crédits d'impôt recherche. Mais donc, n'hésitez pas à aller checker également ce point-là qui peut être intéressant pour vous. Et ensuite, crédit d'impôt innovation, pardon. Et donc, j'allais y venir, le crédit d'impôt recherche. Donc là, c'est un peu le même fonctionnement que le crédit d'impôt innovation, mais sur la base de recherche que vous effectuez. Et donc, voilà, il y a des spécificités à ce type de crédit d'impôt-là. Mais dans tous les cas, vous pouvez checker et aller voir si vous êtes éligible. La société CEPT, comme je le disais, elle accompagne sur ces dossiers-là. Donc, c'est des choses que vous pouvez voir avec eux et potentiellement aller récupérer du crédit d'impôt pour vous via les missions que vous faites à partir du moment où vous êtes dans la tech, dans l'innovation, la recherche, etc. Ce qui est assez souvent le cas dans le monde de l'IT. Donc, si on coche les cases, il faut clairement profiter de ce genre de dispositif.
Donc voilà un petit peu pour ce qui est des crédits d'impôt. Je vais boire une goutte d'eau parce que j'ai soif et on va continuer sur les zones aidées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce type de zone. Donc, les zones aidées, on connaît souvent les ZFU. On connaît souvent les ZFU. Donc, les zones aidées sont des zones géographiques à l'intérieur desquelles vous pouvez avoir des aides, notamment des exonérations fiscales d'IS, de CFE. Donc voilà, il y a différents types de zonage. Et c'est un levier qui peut être intéressant si vous êtes concerné pour justement optimiser votre fiscalité de manière générale. Donc, il y a trois types de zones. Il y a les ZAFR, les ZRR et les ZFU. Les plus connus souvent, ce sont les ZFU, ce qu'on appelle les zones franches urbaines. Donc, ce sont des zones en périphérie des grandes villes, souvent un peu plus, on va dire, populaires et donc qui veulent être dynamisées d'un point de vue économique. Vous avez les ZRR pardon, qui sont des zones de redynamisation rurale. Donc là, on est plutôt sur des zones campagne où ils souhaitent développer aussi des activités. Et vous avez enfin les ZAFR, qui sont les zones d'aide à finalité régionale. Et donc là, c'est pareil, c'est des zones de dynamisme régionaux. À savoir, très important sur ce type de dispositif, donc déjà, vous pouvez également en parler avec votre conseil et votre expert comptable. Mais un des points importants, c'est de bien faire attention aux conditions, donc au zonage déjà, être bien certain que votre siège social est dans le zonage, et bien faire attention aux différentes conditions d'emploi, de création d'emploi, d'activité locale et les spécificités de chaque programme. Pour vous donner un exemple, nous on a déjà creusé le sujet pour des freelancers avec les ZFU. Un des critères de la ZFU, c'est d'avoir une activité en local, sur place, avec des clients locaux, etc. Le problème, c'est qu'on a des freelances qui sont en mission dans cette zone-là, ils travaillent, ils vivent dans cette zone-là, mais ils sont en mission chez un client qui est à l'autre bout de la ville, voire à l'autre bout de la France. Et donc, en fait, ils ne sont pas vraiment en travail effectif sur place. Le client n'est pas sur place. L'activité n'est pas vraiment sur place. Elle est plutôt digitale et en ligne. Et donc, du coup, ça peut rendre inéligible aux conditions de ZFU. Il peut aussi y avoir la condition de création d'emploi, par exemple. Et donc, le problème, c'est que quand il y a des conditions de création d'emploi, la plupart des freelances sont solopreneurs dans leur boîte et donc, du coup, pas forcément éligibles à ces choses-là. Donc, voilà. Bien faire attention sur les zones aidées à remplir les critères. Et donc, ça, il y a les différents sites du gouvernement pour avoir les infos. Mais donc, du coup, bien checker ces points-là. Parce que, voilà, si vous prenez un redressement là-dessus ou autre derrière, ça fait jamais plaisir. Et le but, c'est de faire les choses bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ces optimisations d'IS. Et puis également, vous parler de l'incubateur Freelancer qu'on a développé cette année, qui permet justement de réfléchir et de mettre en place ces choses-là avec des stratégies actionnables, avec des structurations de business, groupe, holding, SCI, etc. Donc, c'est des choses qu'on fait au quotidien pour nos freelances. Et avec vraiment un accompagnement et une mise en place de ces leviers, que ce soit de l'IMO, de l'invest, des side projects, etc. Sachant qu'on a également des club deals, donc c'est-à-dire qu'on apporte aussi des opportunités aux membres de l'incubateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu en complément de l'accompagnement qu'on fait initialement avec Freelancer pour justement, à la base, accompagner les freelances dans le lancement et la gestion de leur activité. Beaucoup sont arrivés à un moment donné à ces questions et certainement vous les posez aussi. OK, j'ai mon activité, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de mission? Comment je génère d'autres sources de revenus? Comment j'optimise et je place ma trésorerie? Comment je mets en place des leviers qui sont pertinents par rapport au fait de vouloir pérenniser l'activité, les revenus, préparer ma retraite? Voilà, tous ces éléments-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place cet accompagnement pour permettre à des personnes extérieures à l'écosystème freelancer de pouvoir quand même bénéficier de nos stratégies, de nos plans d'action, de notre accompagnement et de toutes les opportunités qu'on peut être amené à proposer à nos membres. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager ce soir. Et donc, si vous avez des questions, notamment, je pense Marwan qui avait des questions sur les holdings, la gestion, etc., n'hésitez pas à me les poser. Là, on va encore discuter un petit peu si vous le souhaitez, les uns les autres. Et sinon, à m'envoyer un message directement
ou via LinkedIn pour échanger sur l'incubateur si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, de rejoindre une des promos. Il faut savoir que c'est des promos avec des places limitées pour pouvoir justement avoir un vrai accompagnement avec les freelances qu'on accompagne justement dans ce programme. Et donc le but, voilà, c'est de pouvoir valider ensemble que vous êtes bien aligné avec ce qu'on propose et de pouvoir justement mettre en place des choses concrètes pour vous permettre d'avancer et pas juste rejoindre un programme pour dire de rejoindre un programme. Voilà un petit peu les choses que je voulais vous partager ce soir avec ce live LinkedIn qui, au final, s'est plutôt bien déroulé hein, parce qu'on utilise des outils et on évolue. Mais donc, du coup, ça se passe plutôt bien. Multiplateforme, enfin bref, top. N'hésitez pas à faire vos feedbacks aussi sur l'organisation, sur le déroulé, tout ça. Ça fait plaisir d'avoir des retours par rapport à ça. Et puis, envoyez vos questions si vous en avez ou si j'ai pas bien répondu à celles que vous avez posées précédemment. Je pense à Marwan qui a posé pas mal de questions, Samy, euh, Alex qui est passé dire bonjour. Je ne sais pas s'il est encore là. J'ai un LinkedIn user, je ne sais pas qui c'est. Voilà, n'hésitez pas, on laisse ouvert la conf, on laisse ouvert la conf encore quelques minutes. Donc je suis à votre dispo pour échanger. Et puis, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous partez entre-temps, n'hésitez pas. Bon, ne voyant pas de questions, on va mettre fin à ce petit live, petit de 43 minutes quand même. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit, vous envoyez des messages, vous n'hésitez pas en direct sur LinkedIn ou autre moyen de communication à dispo de chacun. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On va continuer à faire des lives de ce type-là, donc restez connectés et on abordera différents sujets via les lives qu'on peut faire sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, question qui arrive. On ne va pas fermer tout de suite. Du coup, il y a un décalage entre les questions, je pense. Samy, désolé, j'avais pas vu ton message. Samy, vous nous réalisez des investissements sur un PEA via la holding. Alors, je pense que oui. Je pense que oui. Je sais que tu peux faire des investissements sur un compte type pro. Le PEA, je crois que je t'avoue que je sais plus s'il est particulier ou pas. Non, c'est peut-être un truc pour particulier le PEA. J'ai un doute sur le PEA. Mais le compte titre, je suis sûr. Compte titre pro, ça, tu peux. PEA, par contre, je ne suis pas sûr. À vérifier. Mais en tout cas, il y a des brokers qui proposent, hein, Samy, des solutions par rapport à ça. Donc carrément, ouais. Marwan, je parlais de la holding car j'ai effectivement une SASU. J'ai demandé à arrêter la SASU pour pouvoir presser directement via la holding. Ouais, bah écoute, faudrait voir plus en détail ta situation, Marwan. Si tu veux qu'on en discute, envoie-moi un message en direct. Je sais pas comment la holding est utilisée, donc je vois pas l'intérêt, mais si la holding n'a pas d'utilité, là, ça sert à rien qu'elle soit existante. Et si demain tu mets tout dans une seule structure, why not? Moi, c'est plus au niveau de l'objet social que ça m'embête. Et du coup, au niveau du régime Murphy et de tout ce qui en découle, l'intégration fiscale, etc. Mais why not, j'ai envie de dire. Why not? Envoie-moi un message, Marwan, si tu veux, on prendra le temps d'en discuter ensemble.
On prendra le temps d'en discuter. Alors du coup, je vais attendre, il y a de la latence, j'ai l'impression sur les messages, donc on va attendre pour être sûr de ne rien rater. Samy, pour ce qui est des PEA, je vais revérifier et je t'enverrai un message pour te confirmer, parce que j'ai pas envie de t'induire en erreur. Euh, à ma connaissance, je pense pas. Je suis en train de y repenser, mais je crois que le PEA est réservé aux particuliers, mais j'ai un doute. Mais le compte titre, je suis sûr. Il y a des brokers qui font des comptes titres pro. Nous, on a des freelancers qui en ont ouvert pour pouvoir justement investir en actions, notamment et en ETF, via la trésorerie directement, via compte titre. Bon, ce coup-ci, c'est la bonne. Je checkerai les commentaires après s'il y en a encore et n'hésitez pas à m'envoyer un message en direct. Comme ça, on regardera ça en one-to-one directement. Merci à tous en tout cas de votre présence pour ce live et puis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, salut.